Pour comprendre comment activer les agents du système, le mieux, c'est de commencer par le niveau individuel en explorant comment on construit notre vision du monde. Jordan Peterson a largement travaillé sur le sujet et je vais essayer de faire une petite synthèse de son approche. En gros, notre cerveau construit une simulation du monde à l'intérieur de nous pour donner du sens à ce qui nous entoure et guider nos actions. Cette simulation, elle nous permet de prédire les résultats de nos actes avant de les entreprendre. Par exemple, si je vois un serpent et que je pense à le caresser, je vais d'abord tester mentalement cette idée. Mon expérience et ma compréhension du monde vont me dire que cela pourrait être dangereux et je vais ajuster mon comportement pour éviter le risque. Cette simulation, elle est alimentée par nos souvenirs, nos expériences passées et toutes les informations qu'on a accumulées jusqu'à aujourd'hui. Elle est très utile, mais elle comporte aussi des limitations. Elle est nécessairement imparfaite parce qu'elle repose sur des expériences et des perceptions qui sont parfois erronées. Elle ne tient pas toujours compte des choses qu'on ignore ou des informations qui nous échappent. Et elle s'appuie sur des conclusions hâtives qui sont tirées d'expériences passées qui peuvent créer des barrières illusoires. En plus de ça, le monde évolue, tout comme nous. On gagne en compétences, en connaissances et en capacités, mais souvent on ne met pas à jour notre vision du monde pour refléter ces changements. Et ça s'explique en partie par un mécanisme naturel d'économie d'énergie. Si on devait à chaque fois re-questionner en profondeur notre vision du monde, ça demanderait à chaque fois une grande dépense cognitive. Donc notre cerveau est conçu pour limiter cet effort. Il cherche des raccourcis, il évite autant que possible de tout réexaminer à chaque fois. Parfois, ça conduit à ignorer ou rejeter des informations nouvelles qui, si elles étaient intégrées, pourraient bouleverser notre compréhension du monde. Ce refus, c'est une sorte de protection, d'économie d'énergie qui nous empêche de devoir déconstruire et reconstruire complètement notre modèle mental à chaque instant. Le fait de comprendre ces mécanismes, c'est crucial pour accompagner les agents du système et les aider à dépasser ces limites perçues et pour leur permettre de s'ouvrir en fait à des nouvelles possibilités et des nouvelles actions. Pour ça, on a le rôle des émotions. Les émotions, elles jouent un rôle crucial dans l'ajustement de notre vision du monde. Comme j'ai mentionné, notre vision du monde, elle est nécessairement imparfaite parce qu'on n'a pas accès à la réalité complète. Nos sens, notre cerveau, ils filtrent constamment les informations et notre simulation intérieure du monde, elle repose sur ces données limitées. Les émotions, ça va agir comme une sorte de signal d'alarme. Elles nous indiquent quand il y a une discordance entre notre vision du monde et la réalité. Et cette friction entre ce qu'on perçoit et ce qu'on pense est vrai, elle nous pousse à remettre en question, voire à mettre à jour notre modèle mental. Si on donne par exemple voilà, quelques exemples d'émotions et de leur rôle, on a la tristesse. La tristesse, elle va nous aider à reconnaître qu'il y a un élément de notre vision du monde qui n'existe plus ou qui a juste jamais existé. C'est l'émotion qui va accompagner le deuil. Par exemple, si on perd une relation, un objet ou une situation sur laquelle on comptait, la tristesse, elle va nous inviter à retirer l'élément de notre simulation du monde et à réajuster nos attentes. C'est-à-dire que plutôt que de s'appuyer sur quelque chose qui n'existe pas, on va ressentir de la tristesse, on va faire le deuil de cette chose et on va revoir notre vision du monde sans cette chose. Il y a l'anxiété également qui signale une inadaptation entre notre vision du monde et une situation. Généralement, elle va survenir quand il y a un événement inattendu qui va profondément ébranler notre compréhension. Par exemple, voilà, si notre partenaire qui met soudainement fin à la relation alors que tout semblait aller bien, ça va générer une forme d'angoisse. Et notre cerveau, il va percevoir ça comme une faille majeure dans notre capacité à prédire et à naviguer dans le monde. Donc, il va se mettre à mouliner et il va chercher à donner du sens à tout ça. Donc, l'émotion, l'anxiété va nous pousser à re-questionner intensément nos actions, nos perceptions, nos croyances, jusqu'à ce qu'on trouve une manière d'intégrer cet événement dans notre simulation, de donner du sens en fait à ça. Parce qu'il y a vraiment un risque existentiel à avoir une vision du monde qui n'est pas adaptée, qui nous fait prendre les mauvaises décisions. On peut potentiellement en mourir si on prend trop de mauvaises décisions. Et chaque émotion, à sa manière, elle joue un rôle dans le réalignement de notre vision intérieure avec la réalité. Pour que ce processus y fonctionne, il est essentiel de ressentir, d'accueillir et d'écouter nos émotions, au lieu de les ignorer ou de les réprimer. Les émotions, c'est des outils puissants de réajustement et de croissance qui permettent de maintenir une vision du monde aussi adaptée que possible à la réalité sans cesse en mouvement qui nous entoure. Donc l'idée, c'est d'utiliser le ressenti et les émotions pour s'adapter.
Le ressenti va jouer donc un rôle essentiel dans l'ajustement de nos actions, que ce soit à titre individuel ou collectif. Ça agit comme un indicateur qui nous permet de capter les décalages entre la situation actuelle et nos valeurs, nos priorités ou ce qui fait sens pour nous. Donc en utilisant nos émotions et nos ressentis, on peut comprendre s'il y a une situation qui est alignée avec ce qui est important pour nous. Et ça s'applique aussi au niveau collectif. Chaque membre d'un groupe, en fonction de sa position, de son expérience, peut ressentir des tensions ou des ajustements nécessaires. Si on prend un exemple d'ajustement collectif, si on prend une personne sensible à la gestion des ressources, par exemple, dans un projet collectif, si elle exprime une tension sur le gaspillage ou l'utilisation inefficace des ressources, son ressenti, ça peut signaler un problème important. Et en écoutant cette tension, le collectif va pouvoir ajuster son action pour résoudre cette incohérence et renforcer l'alignement avec les objectifs du projet. De la même manière, sur un territoire, il y a une personne qui peut vivre une situation quotidienne problématique. Si elle exprime son vécu et que le collectif ou les décideurs prennent en compte son témoignage, ça permet de réajuster les actions entreprises et en rendant le territoire plus harmonieux et fonctionnel. Donc le collectif, ça peut fonctionner comme un organisme vivant. À titre individuel, si on ressent une douleur, par exemple une jambe ankylosée, ou notre corps nous envoie un signal pour ajuster notre posture et supprimer l'inconfort. De la même manière, au sein d'un collectif, chaque membre, en exprimant ses ressentis ou ses tensions, il va agir comme une sorte de nerf sensoriel. Et l'écoute de ces signaux, elle permet d'ajuster les décisions collectives et de maintenir l'équilibre et l'harmonie au sein du groupe. Mais pas seulement ça, aussi l'harmonie avec l'environnement extérieur. Pour prendre soin des ressentis dans les décisions collectives, par exemple, dans un groupe de 10 personnes, s'il y a une décision qui est prise par 9 membres sans prendre en compte la perspective de la 10e, cette personne, elle pourrait ressentir de la frustration, de la colère ou un autre inconfort. Si elle exprime ce ressenti et qu'il est entendu, ça donne l'opportunité au collectif de réviser sa décision et de mieux inclure la personne concernée. Et donc, écouter et prendre soin des ressentis, c'est pas seulement une manière d'honorer chaque individu ou de prendre soin des gens, c'est aussi une stratégie pour améliorer l'efficacité et l'alignement des actions collectives. En s'ajustant en permanence en fonction des signaux reçus, le groupe, il va devenir plus résilient, plus juste et mieux adapté aux réalités du terrain. L'enjeu, ça va être de mettre le groupe au service du décryptage des ressentis. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, le groupe a un rôle important à jouer pour accompagner une personne qui exprime un ressenti. Parfois, c'est difficile à formuler. Il y a une personne qui peut simplement dire bah, « je suis en colère, j'ai une boule au ventre » ou « je suis pas d'accord avec ce que vous faites, mais je sais pas pourquoi ». Dans ces moments-là, le groupe peut se mettre en posture d'écoute et accompagner cette personne pour l'aider à explorer ce qu'elle ressent, à clarifier ce qui va se passer en elle. Ça demande une forme de disponibilité collective et une écoute bienveillante. Car ces émotions et ces tensions, elles peuvent être le signal d'un désalignement ou d'un problème sous-jacent dans les dynamiques du groupe. C'est aussi important de reconnaître les limites du processus. Tout n'est pas ajustable collectivement. De la même manière que le cerveau essaye d'économiser son énergie et ne va pas re-questionner toute la vision du monde tout le temps, on ne va pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, re-questionner toute la vision du groupe, la stratégie et tout ce qu'on a fait sur les 5 dernières années. Et il peut arriver que la tension exprimée ne puisse pas être prise en charge par le groupe parce qu'elle reflète un travail personnel ou une expérience individuelle qui va dépasser la portée collective. Dans ce cas-là, la personne concernée, il faudra qu'elle entreprenne un cheminement personnel pour explorer et dépasser la tension. Donc le rôle du groupe, c'est pas de résoudre tous les problèmes de chaque individu, mais de fournir un cadre bienveillant pour que les ressentis soient accueillis et explorés. Si le groupe ne peut pas s'ajuster, c'est possible de soutenir la personne en lui donnant de l'espace pour réfléchir et travailler sur elle-même. Tout ça en maintenant un lien d'écoute et de respect. Et donc, le processus d'accompagnement, quand il est possible, ça permet au groupe de renforcer sa cohésion et à l'individu concerné de mieux comprendre ses propres ressentis et ses tensions. Ça participe à la fois à la croissance personnelle et à l'intelligence collective. Ça va dépendre de chaque groupe de décider à quel point il a envie d'aller loin dans cette direction ou pas.